Bonjour, le divan dans le monde de cette émission de Studio Lacan accueille le mathématicien Boaz Erez. Mathématicien certes, mais aussi lecteur de Lacan. Jacques Lacan a sans cesse eu recours dans son enseignement aux mathématiques et à la logique pour tenter de formaliser cette expérience inédite qu'est la psychanalyse et la subversion que constitue le sujet de l'inconscient. Il y a sans cesse eu recours à la surprise générale, au rejet de certains et souvent au labeur de ses lecteurs assidus. De quelle nécessité cette référence au concept mathématique et à la logique relève-t-elle donc pour un champ la psychanalyse qui ne semble qu'a priori ne pas spécialement en répondre? C'est ce que nous allons aujourd'hui tenter de frayer en compagnie de Boaz Erez, pour ensuite consacrer notre rubrique de l'actualité de la psychanalyse au thème du prochain colloque U4K avec son responsable Gil Carros, le thème qui est « Problème au pluriel de la beauté ». Grand écart, pensez-vous, entre les mathématiques, la logique, l'enseignement de Lacan et les problèmes de la beauté? Je peux citer Jacques-Alain Miller qui dit de la paisible beauté fibonaccienne rythmée par le nombre d'or à la beauté hasardeuse, sinueuse et variée que Hogarth a eu le génie de figurer d'une simple ligne aérienne ondulante, ce sont autant de références de Jacques Lacan qui nous indiquent que l'écart n'est peut-être pas si grand que ça. Allons-y. Studio Lacan a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Boaz Erez qui a accepté de venir nous parler sur le thème de quelques références mathématiques de Lacan. Boaz Erez, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes mathématicien. Vous avez longtemps été professeur de mathématiques à l'université de Bordeaux avant de devenir recteur de l'université de la Suisse italienne. Une première question se pose. L'usage des mathématiques par Lacan se réduit-il à ce qu'on appelle son dernier enseignement, c'est-à-dire en gros les années 70? Bonjour, merci pour votre invitation. Alors la réponse brève est non. Et la réponse un peu plus longue, c'est que, en fait, Lacan, disons, dans l'après-guerre, c'est tout le temps référé aux mathématiques. Le premier texte qu'il a publié en 1946, donc après la guerre, texte très peu diffusé, consacré au temps logique, part d'un exemple, enfin, d'une sorte de petit jeu mathématique, celui des 3 prisonniers avec les disques dans le dos, etc., qu'il analyse. Et puis, plus tard, encore donc dans les années 50, avec la référence et les premières manipulations des 3 registres. Donc, à l'époque, c'était dans l'ordre symbolique, imaginaire, réel. Et puis après, évidemment, tout ce qui est les graphes. Et puis, donc, la réponse brève est non. Et donc, depuis le début, c'est les mathématiques. Donc, moi, je dirais, vu le temps que j'ai maintenant consacré à parcourir, disons, l'enseignement de Lacan, j'en arrive à la conviction que finalement la psychanalyse c'est comme des mathématiques d'une certaine manière.
C'est-à-dire que c'est pas Lacan. Dans votre introduction, vous parliez de la nécessité de ce développement aux grandes dames de certains. Moi-même, j'ai été attiré, disons, par les écrits de Lacan, parce qu'effectivement, de temps en temps, simplement graphiquement, on voyait de temps en temps des petites formules, des lettres et comme ça. Mais je pense que c'est... Si on est logique dans l'approche, si on est rigoureux comme l'a été Lacan, on arrive à en faire quelque chose qui ressemble beaucoup à des mathématiques, comme il l'a fait. Alors justement, on a eu quelques échanges préparatoires à cette émission et on a été frappé par votre insistance à dire que Lacan, finalement, donc, depuis le tout début de son enseignement, tout au long de son enseignement, se livre à la fois sans rien céder au sérieux à ce que vous avez appelé des récréations mathématiques. Alors c'est délicieux, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? D'ailleurs, je crois que Lacan le dit lui-même aussi. Oui, voilà, peut-être que c'est bien de clarifier qu'il le dit lui-même. Donc, par exemple, en 65, dans les problèmes cruciaux de la psychanalyse, donc, il souligne... Donc, en fait, ce n'est pas tellement que lui-même fait des récréations mathématiques, mais vu qu'il a une très bonne compréhension de ce que sont les mathématiques, de ce que c'est que la pratique mathématique, à travers les siècles, donc il dit des choses comme « Il y a toute une phase des mathématiques qui s'introduit volontiers par le biais de la récréation ». Donc ça commence comme ça, donc par des récréations mathématiques. Et puis, dans le même séminaire, donc justement, en contraposition, il note que, historiquement, chose curieuse, en un champ comme les mathématiques, où de toujours la récréation a servi en bien des cas de tête pilote au véritable problème, c'est dans la haute mathématique, dans la spéculation mathématique pure, que sont apparus d'abord ces étranges êtres topologiques. Donc des fois, ça part par des petits jeux, enfin, de la récréation, à d'autres moments, non. Voilà. Et plus tard encore, donc, dans L'Étourdi, donc en 72... Oui, c'est un texte difficile que vous avez beaucoup travaillé, je pense, avec certains collègues aussi. À propos du mathème, il dit « Quoi m'autorise dans mon cas à me référer à ce pur mathème ?» Donc ça répond à cette aussi de question de pourquoi il l'a fait comme ça. Donc d'abord, il note que si j'en exclus la métaphore, j'admets qu'il puisse être enrichi, le mathème. C'est-à-dire, il a l'air comme ça, enfin un peu pauvre, si je peux dire, enfin un peu simplet, hein, et qu'à ce titre, il ne soit sur cette voie que récréation. À la limite, on lui dit, bon ben voilà, t'as fait ça, mais t'aurais pu faire autrement, finalement, bon, c'est toi qui t'amuses avec ça, mais... Soit ceux dont toutes sortes de champs nouveaux mathématiques se sont de fait ouverts. Donc là, il se sent parfaitement légitime de commencer comme ça, par des mathèmes qui ont l'air simples, enfin, donc c'est... Et même les mathématiques les plus sérieuses, après, se sont développées à partir de là. Donc, je pense qu'il, donc, de toute façon... Oui, c'est stupide de dire ça comme ça, mais enfin, il était parfaitement à l'aise, il était parfaitement conscient aussi des limites de ce qu'il produisait, quoique ça soit déjà quelque chose de tout à fait remarquable. Ça vous permet d'insister que, effectivement, contrairement à ce qu'une certaine critique un peu vulgaire peut dire, ça n'était pas qu'une lubie de Jacques Lacan de s'intéresser aux mathématiques ou Non, ce n'est... et surtout... je sais pas, on pense à ceux qui ont écrit des choses intitulées comme imposture intellectuelle, ou, enfin, ce n'était certainement pas pour faire scientifique, pour impressionner la galerie, et je crois qu'ils comprenaient beaucoup mieux que ceux qui l'ont critiqué, même physiciens qu'ils étaient, comment marchent les mathématiques, et ce que c'était, par exemple, l'introduction, je sais pas, des nombres imaginaires, comment c'est arrivé. Et voilà, donc, bon, moi, pour moi, c'était une énigme, enfin, je veux dire, je ne comprenais pas, et je suis persuadé maintenant du bien fondé absolu de cette approche. Les nombres imaginaires, vous pouvez nous dire un petit mot avant qu'Élise ou... Je peux, mais enfin, je veux dire, c'est pas... Oui. Parce que vous l'évoquez. Non, là, disons, de ce qui était critiqué en l'espèce, c'était le fait qu'il rapproche le phallus de i, enfin, de la racine carrée de moins i. Et c'est que la racine carrée de moins 1, donc, qui ne peut être un nombre réel, donc ni positif, négatif, parce que le carré d'un nombre positif ou le carré d'un nombre négatif est toujours positif, donc ne peut pas être égal à moins 1, d'accord? Donc doit être un autre type de nombre. Donc, comme 0 n'est pas un nombre qui compte.
hein, compte le cardinal d'un ensemble, d'accord. Donc, par ces écritures, les mathématiciens ont inscrit des lettres, ont inventé des nouveaux calculs, ils les ont mis dans un réseau cohérent, dans un savoir partagé, hein, et qui a des retombées dans le réel, qui a des effets dans le réel, comme on dit en psychanalyse. Donc souvent, il y a des blagues, je veux dire, de physiciens ou de mathématiciens qui disent que souvent, des problèmes tout à fait réels sont résolus, le chemin plus court pour arriver à une solution passe par les imaginaires qui après disparaissent, sont là dans le calcul. Voilà, je pense que Lacan comprenait tout à fait bien ça, et donc le rôle du phallus qui est un signifiant, quand on le prend comme signifiant, et puis après comme fonction, c'est ça, c'est-à-dire il a un pouvoir, ça peut avoir mais il est rajouté à quelque chose qui est déjà là, que je vois, qui est loin d'être dans l'imaginaire, je veux dire, c'est au sens. Voilà. Vous parlez des effets dans le réel. Tout à l'heure, vous parliez également de la pratique mathématique. La psychanalyse est une pratique. Je me demandais, est-ce que vous diriez qu'il existe une communauté de méthodes entre la psychanalyse et la mathématique ? Alors personnellement, je définirais les mathématiques comme étant une pratique de la rigueur. La rigueur étant entendue comme un effort pour trouver des formulations qui captent ou qui traduisent une intuition. Alors vous pouvez me dire, la poésie aussi, c'est d'être rigoureux. Hein, donc il y a des règles, on s'impose, et puis on a un certain but, on essaie de traduire des sentiments. Hein, il y a partout de la rigueur. Ok. Alors en quoi est-ce que ma définition est peut-être un peu approximative, mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est vraiment ça qui occupe les mathématiciens. Donc, il y a les intuitions au départ, qui peuvent être de différentes natures. Il fut un temps où on disait que les mathématiques, c'était la science du nombre et de l'espace. Donc, on pouvait avoir une idée de ce que c'était que l'espace, puis il fallait capturer ce que c'est que l'espace, traduire ça. Les nombres, pareil. Donc, là, cette différence entre discret et continu. Donc, travailler pour trouver des formulations de plus en plus précises pour capturer ces intuitions, ces idées. Et donc c'est ce travail, c'est cette liberté qu'on se donne, justement, de trouver, par exemple, si on va très très rapidement, je veux dire, oui. Chez les Grecs, les mathématiques étaient discursives. Hein, il y a quelques dessins dans les éléments d'Euclide, le diagramme. Et puis on est arrivé à des mélanges entre un texte et puis des lettres, hein, je veux dire, même les nombres. Et puis petit à petit, des centaines d'années après, on est arrivé à l'algèbre abstraite, hein, ou à la manipulation des petites lettres, comme disait Lacan pour ce qui était de la physique galiléenne, encore que Galilée, utilisait des mathématiques qui sont celles des éléments d'Euclide. Donc de ce point de vue-là, il n'est pas très différent, mais le calcul prenait de plus en plus de place. Hein, et donc cet effort, ça ressemble un peu comme à tourner autour d'un réel ou d'une intuition. Hein. Et certainement, si on regarde le travail de Lacan, on voit qu'il a des intuitions très sûres dès le départ. Ne serait-ce que justement le ternaire là, de ces registres, hein, qui est un peu ordonné, disons hiérarchiquement au début, et qui se sont un peu, je veux dire, autonomisés et qui ont chacun pris une importance qui était la leur, mais donc chacun la sienne, sans hiérarchie, sans ordre. Mais ils étaient là très très tôt. Et puis donc ils revenaient, et puis voilà. Donc il y a ce travail que Lacan a montré, qu'il a fait, qui est très 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 proche de ce qu'on fait. Et puis lui aussi, il s'est donné cette liberté, hein, de choisir des formulations qui allaient au-delà de l'imaginaire, en puisant dans les mathématiques et dans leur pratique. Alors vous nous disiez, pour prendre un exemple concret, puisque c'est ce qu'on a promis un petit peu aussi avec cette émission, que vous trouviez l'usage et le recours que fait Lacan au nombre zéro, au zéro tout à fait remarquable et justifié. Pouvez nous dire quelque chose oui, alors, en mathématiques particulièrement, cette fonction du zéro? Oui.
Je vais essayer. Donc vous y avez fait rapidement allusion tout à l'heure. J'étais sur ma lancée, donc je ne me suis pas arrêté. Donc, alors évidemment, pour moi, comme Lacan le soulignait aussi, je veux dire, souvent, enfin, ce qui l'intéressait, ce qui peut-être vous intéresse aussi, certainement plus qu'autre chose, c'est la pratique analytique. Donc, de mon côté, évidemment, je ne regarde pas ça de l'extérieur comme pour faire des mathématiques appliquées, mais j'espère peut-être un jour pouvoir contribuer à quelque chose qui soit utile à l'analyse. Bon, pour l'instant, c'est un travail d'éclaircissement, donc que j'ai commencé, donc vous y faisiez allusion, donc à Bordeaux, avec le séminaire organisé par Philippe Lassagna et Rodolphe Adam, qui a produit un livre qui s'intitule Contrer l'universel, effectivement basé sur une lecture mot à mot, je veux dire, j'allais dire ligne à ligne, mais mot à mot de l'Étourdi, et le dernier grand texte de Lacan, donc de 73. Et donc ce que j'ai cru comprendre avec ces différentes lectures donc de textes analytiques, c'est que l'objet A, qui est quand même assez mystérieux, dont on peut se demander pourquoi il s'appelle objet. Donc je me suis fait une idée assez simple, alors peut-être simpliste, de pourquoi c'est légitime de l'appeler un objet A. Donc on a le droit de l'appeler objet A, si je peux dire. Je pense, comme on a le droit d'appeler 0 un nombre. Donc, si vous avez appris la leçon donc, de l'introduction du zéro, je veux dire, dans le monde, même pas en mathématiques, je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde utilise, c'est une notion que tout le monde utilise, une notation que tout le monde utilise. Ben, vous voyez que donc les Grecs Euclide n'avait même pas une définition, enfin, ne considérait même pas dans les définitions un 1 comme un nombre. C'est-à-dire que, en quelque sorte, si vous regardez les définitions, donc 1 n'est pas un nombre, parce qu'un nombre est formé d'unités. Donc, je veux dire, il sert pour les autres, mais il n'est pas dans la série. Mais même si vous partez d'une conception un peu plus générale qui dit qu'un nombre entier, on parle que des nombres entiers, là, ils servent à compter le nombre d'éléments d'un ensemble. C'est-à-dire vous avez un référent. C'est-à-dire vous dites que vous comprenez ce que c'est qu'un ensemble de 3 pommes, de 3 poires, un âne, un cheval et une chèvre, d'accord ? Ça, c'est 3, d'accord ? 0, vous voyez a posteriori, donc vous voyez pas que c'est un nombre parce que ça ne compte pas. 0 ne compte pas. Et donc finalement, 0, c'est une écriture, c'est une lettre. Mais il y a eu un travail qui a été fait qui a quand même porté à penser, à croire, à savoir, enfin, à considérer que 0 fait partie de la série des nombres. Mais à la base, c'était une écriture, c'était même pour tenir une place. Je veux dire, c'est peut-être la place vide dans les abacs, d'accord ? Enfin, je veux dire, c'est une histoire très longue, très belle, d'accord ? Mais je crois que si on peut aller très vite en disant 0, je l'écris, je lui donne un sens, je sais l'utiliser, ça rentre dans des calculs, je veux dire, donc c'est utile, ça ne compte pas, je m'en fous, si je peux dire. Et voilà, donc vous faites la même chose, mais plutôt, donc vous remplacez les nombres qui comptent, d'accord, donc avec un référent, par les objets qui sont donc les objets qui intéressent un sujet, donc les objets qui sont investis libidinalement. Ça peut être toutes sortes de choses, je veux dire, vu que si on inclut les fétiches, c'est pas forcément des objets, je veux dire, voilà, c'est pas physique ou comme ça, d'accord. Mais donc vous remplacez nombre qui compte par objet investi libidinalement, et vous avez quelque chose qui n'est pas, qui est un reste de cette d'accord, un objet, pris sur le corps, après on peut rentrer dans les... Mais je veux dire, la position de l'objet A me paraît tout à fait semblable à la position du 0. Donc c'est un objet limite, donc c'est une réserve libidinale, mais il n'est pas là, investi libidinalement. Vous voyez ce que je veux dire, il n'est pas dans la réalité. Donc je pense que dans la construction de l'objet A, il y a ce genre de considération. Et donc de connaître l'histoire du 0, ça sert à comprendre l'introduction de l'objet A, du pourquoi on l'appelle objet A. Si on ne le compte pas, le 0, on peut dire qu'on le décompte ?
Non, c'est que 0 ne compte pas. C'est-à-dire, il compte pas. Je ne vais pas vous montrer un ensemble qui ne contient pas de chèvre, qui ne contient pas de pommes. Tout de suite, vous allez me dire, mais non, c'est pas des ensembles. L'ensemble vide est venu beaucoup plus tard, d'accord. Alors de nos jours, 0 s'est introduit vraiment, enfin même d'ailleurs, toute la théorie des ensembles, ce n'est qu'écriture, d'accord. Et de ce point de vue-là, Lacan a aussi utilisé ça, c'est-à-dire que finalement, tout l'effort de fondement des mathématiques, pour le mathématicien, standard, c'est la réduction de tout ce qu'on fait en mathématiques à la théorie des ensembles. Donc, voilà. On commence avec une constante qui est, une sorte de O avec une barre au milieu, c'est l'ensemble vide. Voilà, un ensemble, on ne dit pas ce que c'est, on dit seulement quand deux ensembles sont égaux, c'est-à-dire quand ils contiennent les mêmes éléments, donc vous donnez une relation au départ. Donc tout est écriture, d'accord. Donc, mais même sans aller jusqu'à ce niveau d'abstraction, 0, c'est un nombre qui ne compte pas. Comment s'articule du coup le recours aux symboles mathématiques, là on parle d'écriture, avec la pratique de la psychanalyse ? Alors là, j'ai le droit de dire, je ne sais pas. Oui. Non, oui, il y a certainement une réponse. Je devrais réfléchir, mais ça va nous retarder. Peut-être que ça va venir tout à l'heure. J'avais dans l'idée que nous avions parlé notamment pendant la conversation de préparation de la manipulation, de la question de la manipulation. Que ça, c'était d'accord. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu vous retourner la question, parce que il y a une chose que j'aime bien. Lacan, à un moment, il dit vous doutez bien que si je vous pose la question, c'est que j'ai la réponse. Donc, vous avez démontré j'aurais dû dire. Alors, effectivement, donc c'est pas. Alors, cette question de la manipulation est un autre aspect qui me fait dire que la psychanalyse, c'est comme des mathématiques. Parce qu'en mathématiques, il y a deux modes. Ce n'est pas les deux seuls modes, l'affirmation n'est pas aussi forte, mais il y a deux modes importants dans ce qui est la pratique mathématique. L'un, c'est le calcul. Ça peut être du calcul algébrique, ça peut être du calcul arithmétique bête, de base, d'accord. Ça peut être une déduction logique, d'accord. C'est quelque chose qu'on fait sans réfléchir, tout simplement en respectant les règles. D'accord. Donc on se donne, il y a des règles de calcul, on les applique et on fait le calcul comme si on fait une addition en colonne, d'accord. Et il y a l'autre mode, c'est je m'arrête et je donne du sens à ce que j'ai fait. C'est-à-dire je regarde, je prends du recul et je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire. Chose que la machine ne fait pas. D'accord. Une machine donc va suivre des règles, démontre des théorèmes, sait quand c'est démontré, s'arrête, mais va pas vous dire ça c'est plus intéressant que ça. Peut-être un jour, j'en sais rien. Ça ne m'intéresse pas. Donc il y a ces deux modes, d'accord. Et je crois que Lacan a beaucoup insisté sur. Alors évidemment, on sait que le hors-sens est important, qu'il faut se détacher de ça, de l'imaginaire, d'accord. Et je crois qu'il a aussi beaucoup insisté sur cette question du calcul, qui, comme vous le disiez, est lié au concept de manipulation. Alors, c'est-à-dire... Donc, quand il manipulait, ou quand il présentait les surfaces topologiques, il faisait peut-être des manipulations assez simples, beaucoup plus simples que celles qu'il a fait à la fin, je veux dire, aidé par d'autres, sur les nœuds. Mais quand on découpe... je sais pas, si on prend un plan projectif, un cross-cap, et on fait une coupure d'une certaine manière, et puis on trouve un ruban de Möbius et un petit disque, et puis on dit, donc, comme ça vous avez le sujet, l'objet A, donc vous avez le fantasme. Finalement, donc vous vous cassez la tête, vous essayez de comprendre comment ça se fait, mais à mon sens, ce qui est important, c'est que avec ces manipulations de surface, quand il dit et puis vous prenez deux rubans de Möbius, vous les collez ensemble, ça vous fait une bouteille de Klein, qu'est-ce que ça me rapporte comme analyste. Je crois que une chose importante, c'est de se rendre compte que tout n'est pas possible. Vous pouvez couper dans tous les sens, je veux dire, à la fin, essentiellement, il vous a fait il y a une classification des surfaces. Orientable ou non orientable, il y en a un nombre fini, une par genre, vous pouvez coller des tores ensemble avec plusieurs trous, d'accord. Mais
Et donc, vous sentez la structure, c'est quelque chose, c'est-à-dire que même simplement l'exercice de prendre votre feuille de papier, de la tourner, de la coller, d'accord, puis de la couper au milieu, ça vous fait sentir que c'est là, d'accord, il y a une résistance, d'accord, donc tout n'est pas possible, donc il y a de l'impossible. Et et de manière générale, la manipulation, par exemple, quand il s'est agi des nœuds plus tard, donc il y a ce mot qui revenait tout le temps d'être dupe, d'accord. C'était, à mon sens, c'était exactement ça. Donc peut-être que, alors, est-ce que j'ai quelque chose là-dessus? Oui. Oui. Donc dans le séminaire donc RSI, donc ça c'était en 74. Donc il dit pour opérer avec ce nœud d'une façon qui convienne, il faut que vous vous fondiez sur un peu de bêtise. C'est ce que moi j'appelais faire sans réfléchir. Le mieux est encore en user bêtement, ce qui veut dire d'en être dupe. Il ne faut pas entrer à son sujet dans le doute obsessionnel, ni trop chipoter. Donc il faut se laisser aller. Et puis un peu plus tard, donc hypotheses non fingere, donc là il cite Newton, la répudiation des hypothèses me paraît ce qui convient. Est-ce que je désigne proprement de ce conseil assez bête pour ne pas poser de questions concernant l'usage de mon nœud, par exemple. Alors évidemment, on peut se dire, il nous oblige à faire ces choses-là, je ne vois pas pourquoi. Et puis lui me répond, vas-y, fais-le, mais j'ai pas envie, mais vas-y, je veux dire, c'est d'accord. Et finalement, c'est, je crois, un des problèmes fondamentaux de l'enseignement des mathématiques à l'école primaire. D'accord. Oui. C'est que tout le temps, les enfants, enfin, je veux dire, et c'est naturel, les adultes aussi, je me demande à quoi ça sert, c'est quoi le sens, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Oui. Donc, je crois que c'est important, même pour l'enseignement des mathématiques, de comprendre que, il y a ces deux modes. Il y a le calcul, et après, d'accord, vas-y, fais, tu verras, d'accord. Et lui, comme Galilée, je veux dire, comme Kepler. D'accord, ils ont cru que dans le formalisme qu'ils avaient, eh bien, de ce formalisme, il allait en sortir quelque chose. D'accord. Donc là, il s'inscrit dans une tradition qui est très, très, très longue, scientifique d'ailleurs, et je pense qu'il a en plus démontré, je ne sais pas si on regarde le séminaire 23 sur le symptôme, c'est que je veux dire, le résultat est époustouflant, quoi. Je veux dire, c'est que d'avoir cru que ça allait donner quelque chose. D'avoir été dupe. Oui, d'avoir... Voilà. Et peut-être à ce sujet, je fais une autre citation, c'est une question de méthode, d'accord? Alors, ça, c'était en 65, donc c'était les surfaces, donc c'était dans les problèmes cruciaux. Il n'est pas si facile d'opérer avec ces modèles topologiques. Et encore, c'était que les surfaces, ça, si je peux dire. Ce ne m'est pas plus facile à moi qu'à vous. Heureusement, il arrive quelquefois, quand je suis tout seul, que je m'embrouille. Naturellement, quand j'arrive devant vous, j'ai fait des exercices. Donc, voilà. Et je vous assure, parce que souvent, je veux dire, il a des énoncés, dans des cours de Jacques-Alain Miller, on voit, disons, la résolution des exercices qu'il s'est proposé lui-même. Et je vous assure que c'est pas du tout évident. Enfin, des fois, je veux dire, on sait qu'il se faisait aider, mais que je pense qu'il grattait quand même, je veux dire, du papier, quoi. Et dans tous les domaines auxquels il a touché, et ils sont assez nombreux, quoi. Oui, Lacan pousse la chose, pour appuyer ce que vous dites, jusqu'à dire qu'on ne peut saisir la dimension du sujet de l'inconscient, structuré comme un langage, il dit ça dans le séminaire sur l'acte psychanalytique, sans la logique. Pas seulement, mais essentiellement sans la logique mathématique, dit-il. Et il articule d'ailleurs, on sait ça, fantasme et logique. Et il dit la même chose quant à la question pour essayer de saisir la position ou l'acte de l'analyste, que ça ne peut s'appréhender sans la logique mathématique. Alors en même temps, ça reste, comment je dirais, comme assez inattendu de dire ça. On reste buté là-dessus et pourtant il l'affirme avec force. Oui. Alors évidemment, je pense qu'il y a beaucoup d'analystes qui peuvent répondre à ça en disant Freud il s'en est sorti tout seul, je veux dire, sans faire ça, quoi. Donc je crois que le sens de ces affirmations, c'est que évidemment on veut faire mieux.
Et c'est là que je retrouve mon idée de la rigueur. C'est-à-dire que si je vous demande ce que c'est que le nombre pi, vous allez me répondre, oui. C'est 3, 14, d'accord? Je vous dis oui, c'est 3, 14, 15, 9, d'accord? Et puis on peut faire une compétition, il y a des poèmes qui vous donnent le nombre de décimales de pi, d'accord? Oui. Donc il y a une définition de pi, et puis il y a des approximations successives. Dans la Bible, en gros, vous avez des textes où vous trouvez que ce qui correspond à pi, c'est 3. Très bien, c'est des approximations, on peut faire mieux, d'accord, on peut s'approcher à... Et pareil, je pense, pour vraiment, je veux dire, arriver à faire une analyse qui tienne, je veux dire, pour qu'un analyste puisse recevoir, enfin, des psychotiques à un moment où, je sais pas, chaque sujet pour ce qu'il est, il faut qu'il ait un outillage, je veux dire, épistémologique, je veux dire, des outils, qui lui permettent de se positionner, et pour ça, effectivement, il faut faire la logique de la situation. Enfin, je veux dire, je crois que c'est ça que ça veut dire. C'est pas, il faut utiliser tel moyen, tels outils développés par la logique mathématique parce que je veux faire de la logique appliquée, d'accord? C'est la rigueur qui demande à ce que, et puis voilà, comme la logique et les mathématiques sont la science de la rigueur, voilà, on est obligé d'en passer par là. Oui, vous teniez d'ailleurs beaucoup à dire que vous vous inscriviez en faux contre cette critique. On dit que c'était pour vouloir faire scientifique, que Lacan avait recours aux mathématiques, aux sciences, qu'on ne peut pas le réduire à cette critique-là. C'est certainement pas pour faire de la science expérimentale comme la physique, c'est pour faire rigoureux, pour être rigoureux, pour être... voilà, puis... C'est une pratique, de toute façon, c'est pas une science, je veux dire. Et non, Lacan, elle est bien au-delà de ça, quoi. Donc, il n'avait pas besoin de. C'était pas non plus parce qu'il n'avait rien à dire et donc il fallait qu'il s'invente des choses pour fourvoyer son auditoire. Enfin, je veux dire, on lit quand même des choses assez étonnantes. Il a donc vraiment exploré certains pans de la mathématique. De façon un petit peu approfondie. Ah, pas qu'un petit peu. Ah oui, puis... Non, vraiment de manière très, très approfondie. Je veux dire, c'est comme il... je veux dire, peut-être que c'est plus clair, quand on voit tout le travail qu'il a mis, je veux dire, en tannant, je veux dire... Aubert au propos de Joyce pour comprendre ce que c'était que Joyce, les écrits. Voilà, peut-être qu'on comprend mieux, je veux dire, l'intensité intellectuelle, quoi, je veux dire, de la curiosité. C'est donc, on le comprend peut-être mieux que quand on lit que il avait des amis mathématiciens qui de temps en temps lui indiquaient. Je crois que c'était exactement la même chose. Quand je dis qu'il grattait du papier, bon, c'est mon expression. Il faisait il devait avoir une énergie incroyable, quoi, une curiosité, et puis à partir d'un certain moment, il pouvait aussi, je veux dire, compter sur tout un tas de conseils avisés. Il a aussi eu de la chance, je veux dire, par exemple, la découverte du nœud borroméen, comme il l'a décrit dans oui, peut-être un bref mot sur les nœuds, finalement, le nœud borroméen, pour conclure. Oui, volontiers. Donc, tel qu'il le raconte, et je n'ai aucune raison de croire que ça ne s'est pas passé comme ça, quand il dit quand il est en train justement d'analyser cette phrase, je te demande de refuser ce que je t'ai donné, ce n'est pas ça. Enfin, voilà, bon, donc il faudrait que je me concentre un peu plus, j'y arrive pas en vous regardant. Mais je veux dire, donc, ce qu'il appelait un nœud de langage, en quelque sorte, bon, voilà, il se trouve que, bon, il sort dîner avec quelqu'un qui lui raconte que Guilbeault, donc un de ses amis mathématiciens, venait de parler du nœud borroméen. Bon, il est tout content, et il commence à jouer avec. Donc, c'est séminaire 19, donc ça ressort au séminaire 20, et donc ça va comme ça. Donc après, il y a encore 21, 22, et puis séminaire 23, le symptôme, quoi, où c'est une démonstration magistrale, je veux dire, de ce que c'est que nouvelle conception du symptôme anticipée dans RSI, et voilà, donc ça part effectivement d'un jeu, c'est effectivement... il a raison de souligner que la théorie des nœuds n'était pas une théorie, je veux dire,
au sens, c'était très combinatoire, hein, vous avez des tables et des tables. Là aussi, je veux dire, ça a un peu changé. Il y a eu des invariants avec le polynôme de Jones, c'est comme ça, qui sont arrivés, mais après Lacan, mais il arrive à en faire quelque chose qui résume, en gros, tout ce qu'il a fait auparavant, et qui montre, encore une fois, cette envie de rigueur. Quand les gens parlent de Lacan contre Lacan, finalement, c'est ça. C'est-à-dire, il est capable de... donc, l'inconscient structuré comme un langage, le nom du père, il remet tout ça en question, c'est plus le langage, c'est la langue, c'est pas un nom du père, c'est les noms du père, et puis ce n'est plus, je veux dire, le nom, c'est plutôt donc c'est le dire qui devient important, 73, et puis on en arrive à ça qui est la somme, je veux dire, voilà, c'est... Moi, je trouve ça tout à fait remarquable. Merci beaucoup, Boas Serrez, Lacan rigoureux. Voilà. Nous passons maintenant à la prochaine séquence consacrée à l'actualité de la psychanalyse. Bonjour. Vous êtes psychanalyste à Bruxelles. Nous vous connaissons bien à Studio Lacan. C'est peu dire puisque vous en êtes le responsable et le créateur. Mais nous vous avons invité aussi dans notre émission d'aujourd'hui car vous êtes également le responsable du prochain colloque U4K qui se tiendra, lui, à Paris le 21 juin prochain à la Maison de la Mutualité. Mais d'abord, pour commencer, U4K, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'acronyme de Union pour la formation en clinique analytique. Cette association rassemble les sections et les antennes cliniques francophones dans lesquelles enseignent des membres de l'école Lacoste-Freudienne. Elle a démarré en 1997 avec ces 3 A, donc 3 colloques qui ont eu lieu à Angers, à Arcachon et à Antibes. Les colloques UFOCA sont marqués par un esprit particulier. Ce sont des moments d'études en laboratoire. Il suffit de voir la disposition dans laquelle il se déroule. Un auditoire qui compte 800 personnes se rassemble autour d'une table surélevée située au milieu de la salle. 12 psychanalystes sont assis à la table aux côtés de Jacques-Alain Miller. 6 cas cliniques sont scrutés, discutés en détail pendant une journée. Cette modalité d'étude a permis de forger des nouveaux concepts, comme la psychose ordinaire par exemple, lors du colloque qui a eu lieu à Antibes. Elle a donné aussi lieu à plusieurs publications. Le thème de ce prochain colloque est « Problème de la beauté ». De quel problème s'agit-il ? Alors, j'invite nos spectateurs à lire la dernière édition du bulletin électronique du FORCA, qui s'appelle Ironique, avec un K à la fin. On aura la référence, j'imagine, à l'écran pour pouvoir aller le consulter. On va faire ça, oui. Ce dernier numéro contient quelques textes sur cette problématique. D'ailleurs, je vais m'inspirer de ce numéro d'Ironique pour répondre à votre question. Tout d'abord, le problème de la beauté concerne le malaise contemporain dans la civilisation. La chirurgie et les autres soins médicaux esthétiques qui transforment le corps visent à préserver sa beauté de façon permanente. Ils ne sont pas une simple mascarade. L'impossibilité de se démaquiller après un lifting soustrait à cette opération la fonction du voile. La mascarade, celle qui peut être effacée aujourd'hui pour être reproduite demain autrement, entretient une dialectique phallique, une dimension de la castration qui se loge entre il y a et il n'y a pas de voile. Cette dialectique est une des conditions du désir. Sa suppression promeut un plus de jouir, cher à la marche main dans la main du discours capitaliste avec le discours de la science. On peut d'ailleurs se demander si ces soins relèvent de la médecine, car il n'est pas sûr qu'ils répondent aux exigences du serment d'Hippocrate, qui consacre les soins du médecin uniquement au traitement de la souffrance, sans être influencé par la soif du gain, comme il est écrit. Vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous développez ? Alors oui, le film récent qui s'intitule The Substance de Coralie Farja,
qui raconte le drame d'une femme prête à tout pour incarner l'idéal de la beauté, est un exemple de ce malaise contemporain. Mais on n'a pas attendu le XXe siècle pour aborder cette question dans la littérature. Au XIXe siècle, le personnage de Dorian Gray de Oscar Wilde établit une sorte de pacte faustien avec son hôte en émettant le vœu que son beau portrait de jeunesse subisse à sa place les effets du temps qui passe. Ce vœu étant réalisé, Dorian Gray pousse au plus loin cette aspiration à garder intacte sa beauté de jeunesse contre le destin du corps qui, comme le dit Lacan, ne cesse de foutre le camp. Cette indication de Lacan peut avoir un aspect déprimant à première vue, mais elle est paradoxalement vivifiante. Car si le corps fout le camp, c'est parce qu'il est vivant. Alors que l'arrêt sur la belle image de jeunesse fait du corps le siège de la pulsion de mort, comme le montre bien le personnage de plus en plus sinistre de Dorian Gray. Et que peut donc nous dire la psychanalyse sur ces questions ? Alors, là où Freud, méfiant par rapport à la fonction du beau, a reconnu malgré tout le rôle de la beauté dans l'attirance sexuelle, Lacan a mis l'accent sur le lien intime entre la beauté et l'horreur. Les lecteurs de Lacan connaissent la formule qui situe la beauté comme dernière barrière avant le réel. Réel d'ailleurs dont vous avez un petit peu discuté avec Boaz Erez. C'est que la beauté, si elle a une fonction de voile, elle est aussi un index qui pointe l'existence de l'ignoble, de l'obscène et de l'abject. Ah bon, ça c'est vraiment un angle caché, j'ai envie de dire, en tout cas insu de la question du beau sur lequel Lacan lève le voile. Oui, les tragédies flirtent avec ce point où le beau se trouve à la frontière au-delà de laquelle le réel se manifeste sous sa forme la plus atroce. L'exemple paradigmatique choisi par Lacan pour parler de la beauté dans ces termes est celui d'Antigone. Sa beauté n'émane pas de son image, mais de son désir radical qui lui ordonne de préférer sans concession la loi des dieux à la loi de la cité dont le roi Créon est le représentant. Elle donnera une sépulture à son frère, que Créon le veuille ou pas. Elle est et paiera le prix d'être enfermée vivante dans son tombeau. Ce désir pur qui ne connaît pas de compromis donne à Antigone l'éclat de sa beauté. Est-ce que vous rencontrez de tels sujets dans votre clinique ? Alors là, ça c'est une excellente question, car le colloque Ifoka met au débat des cas cliniques, pas des mythes. L'héroïsme sublime d'Antigone, fidèle à une vérité absolue, ne se rencontre pas comme tel dans la clinique. En tout cas, s'il se rencontre, c'est très rarement. Il est à entendre comme un concept. Dans la pratique, ce qui se rencontre est ce que Lacan a isolé par rapport à Joyce comme étant l'escabeau, à écrire aussi par la lettre S, la lettre K, et puis suivi par le mot beau. Dans son texte L'inconscient et le corps parlant, Jacques-Alain Miller dira que l'escabeau est ce sur quoi le par-l'être, je le cite, se hisse pour se faire beau. Notons que le mot par l'être est un néologisme lacanien qui met l'accent sur la jouissance et les événements du corps de celui qui parle, plutôt que sur l'inconscient et les sens qu'il produit par des métaphores. L'escabeau est ainsi proche d'une forme de sublimation narcissique. Il correspond à notre ère, l'ère de la négation de l'inconscient, où le par-l'être se croit maître de son être et adore sa propre image en tant qu'il s'imagine qu'elle est sans faille. Et alors, puisqu'on parlait justement avec Boaz Erez aussi de l'usage et de la manipulation là des mathématiques, mais à quoi ce néologisme de Lacan peut-il bien nous servir ? Alors, une cure analytique permet au sujet de descendre pas à pas de son escabeau. Jacques-Alain Miller le dira ainsi, faire une analyse, c'est travailler à la castration de l'escabeau pour mettre à jour la jouissance opaque du symptôme. Autrement dit, à la fin d'une analyse, le symptôme, terme que Lacan propose comme une alternative au symptôme, le symptôme donc, à savoir ce qui est le plus singulier au sujet, vient en lieu et place de l'escabeau.
Le sujet se fait alors dupe, non seulement de l'inconscient, là aussi vous avez parlé d'être dupe de la topologie, mais ici il s'agit du sujet qui se fait dupe non seulement de l'inconscient, mais aussi de la jouissance qui habite son corps. La question de la beauté n'est pas évacuée pour autant. Jacques-Alain Miller dit quelque part que le symptôme doit être régulièrement soumis à une toilette, comme quand on se maquille devant le miroir, afin d'en faire usage de la bonne façon. Si j'avais le temps, je donnerais quelques exemples de ce que ça pourrait être, mais on ne va pas le faire maintenant. Donc il s'agit d'un savoir-faire avec son symptôme qui s'acquiert en analyse. Comment donc s'inscrire au colloque UFORCA ? Alors, il faut aller sur le site du FORCA, qui va apparaître au bas de l'écran, qui apparaît au bas de l'écran. J'espère qu'il y a encore des places disponibles au moment où cette émission va être diffusée, à la date du 31 mai. C'est loin d'être certain, si je comprends bien. Ah, je ne sais pas, on va voir. Chacun tentera sa chance. Merci beaucoup, Gilles, d'être venu nous présenter donc le thème du prochain congrès UFORCA qui aura lieu le 21 juin. Quant à nous, nous nous retrouverons pour un prochain Studio Lacan le 14 juin. Thank you.